monde évolue de choc en choc face à une tyrannie de l'accélération et de l'imprévisible. Nous évoluons au rythme des médias qui nous assènent minute par minute des informations à pertinence incertaine et à obsolescence rapide. Nous sommes réglés sur la cadence des marchés, écrasés par le court-termisme. Nous oublions alors qu'un point ne fait pas une tendance, qu'un choc ne fait pas une rupture. Au-delà de la succession des catastrophes, nous perdons de vue qu'il y a des orientations stables, de longue durée, qui structurent déjà l'avenir. De fait, le tsunami informationnel submerge l'empreinte profonde des permanences. Nous négligeons trop la force des cultures et des identités, le poids de la démographie, les opportunités liées à la qualité et à la position d'un territoire, les privilèges liés au patrimoine historique, scientifique et technique. À force de vivre dans la dictature de l'urgence, nous avons oublié les leçons de Fernand Braudel, celles sur l'histoire longue, mais aussi celles sur l'identité de la France. Il y a certes des tendances lourdes, mais rien de précis n'est inéluctable. Nous pouvons influencer notre trajectoire. Il faut la volonté d'en redevenir les acteurs pour ne pas rester de simples vidéospectateurs sur nos tablettes tactiles. C'est pourquoi la prévision économique et la réflexion géostratégique doivent davantage s'interpénétrer pour développer nos capacités d'anticipation. Anticiper pour agir. Je ne résiste pas, moi aussi, au plaisir de citer l'humoriste Pierre Dac, qui nous a enseigné que les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Le futur ne sort pas des modèles de prévision, aussi sophistiqués soient-ils. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Pas plus le déclin de l'Europe que la domination de la Chine. Le XXe siècle n'a pas manqué de grands leaders, aux moyens parfois très limités, qui ont su déceler les contradictions dans le jeu des puissants. Des stratèges politiques et des stratèges d'entreprise ont su s'infiltrer dans les failles, choisir leur terrain et les bonnes armes, construire les alliances efficaces. Il y a la possibilité d'une stratégie du faible au fort qui peut modifier l'équilibre des forces. La crise de 2008 a servi de révélateur. Elle a mis un point final à nos illusions sur la supériorité des valeurs occidentales, la globalisation heureuse, le village mondial. La Terre n'est pas si plate que cela. De même, nous ne croyons plus au triomphe universel de la démocratie, pas plus à la croyance absolue en la clairvoyance des marchés autorégulateurs, ni à l'hyperpuissance américaine. Mais ne faisons pas de contresens sur les États-Unis. Au-delà des échecs répétés, ils maîtrisent encore, et pour longtemps, la plupart des attributs d'une très grande puissance. Certes, les conséquences de la stratégie laxiste de la Fed sont très inquiétantes. Mais ce qui importe ici, c'est que la formule de John Connolly reste d'actualité. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème, disait-il. En d'autres termes, les États-Unis n'entendent pas se priver de leur meilleure arme, une arme de défensive massive. Pourtant, l'Amérique doit indubitablement se résoudre à partager la puissance. Les pays émergents ont en effet émergé. Ils veulent leur part de prospérité et la puissance. Ils veulent défendre leur identité et imprimer leur marque à l'évolution du monde. Oui, la montée en puissance de la Chine est inexorable par sa masse, par son histoire, mais aussi par sa volonté. Pour autant, il y a loin de l'invasion des rayons des supermarchés des pays avancés à la domination impériale. La puissance chinoise porte en elle ses contradictions, son népotisme, ses fractures sociales, ses déséquilibres. Déjà, l'inflation déstabilise sa compétitivité, sa stratégie monétaire et donc son modèle de croissance. D'ailleurs, il est loin d'être acquis qu'après avoir imité et parfois pillé les technologies occidentales,
la Chine saura faire mieux qu'être un suiveur. Il ne faut pas oublier les leçons de la grande panne du Japon, que les prévisionnistes annonçaient leader du monde pour la fin du XXe siècle. Ces prévisions dataient d'il y a 20 ans, et nous savons tous où en est le Japon aujourd'hui. De fait, la Chine est déjà cernée par des forces de contrepoids. Au nord, cette Russie qui finira bien par réémerger un jour. Au sud, le sous-continent indien, attentif à ses liens historiques avec l'Europe. Au sud également, le Vietnam indomptable qui a successivement su vaincre le colonialisme français, la puissance américaine, et ne l'oublions pas, l'armée chinoise. À l'est, il y a la Corée triomphante, et surtout, le Japon qui peut très bien rebondir une troisième fois. N'oublions pas non plus tous ces autres pays de l'Asie émergente qui ne veulent pas être vassalisés par la Chine. À vrai dire, la zone Asie n'existe que sur les planisphères. Son intégration n'est pour l'heure qu'une immense chaîne de production dont le débouché essentiel, et finalement le dénominateur commun, reste pour quelques années encore l'Occident. Certes, le duopole américano-chinois se précise, avec ses interdépendances économiques et financières, mais aussi avec ses conflits d'intérêts majeurs. Pour autant, rien ne laisse préfigurer un face-à-face qui rappellerait un schéma désuet de partage du monde. Bien au contraire, nous sommes devant un désordre multipolaire où le duopole dominant n'est pas en mesure de vassaliser les autres grands pays. Il faut en tirer les leçons pour l'avenir. Les puissances intermédiaires, libérées de la contrainte de choisir leur camp, ont désormais leur mot à dire. Dans ce maelstrom, les intérêts macroéconomiques nationaux doivent composer avec la puissance microéconomique des firmes transnationales. La frontière trop hermétique entre les disciplines nous aveugle. Le monde ne se structure pas seulement avec des nations, mais aussi avec des firmes. Nous sommes insérés dans un enchevêtrement de réseaux, de flux et de relations dont une large part échappe à la logique territoriale et nationale. Avec ce constat, il faut insister sur deux tendances contradictoires. D'une part, les grandes entreprises, celles de l'Occident, mais aussi désormais celles des pays émergents, vont avec ténacité poursuivre leur globalisation. Mais, dans le même mouvement, les tensions nées de la globalisation attisent le réveil des instincts nationaux. Globalisation des entreprises et démondialisation ne sont peut-être pas antinomiques comme on pourrait le croire. Si l'on veut éviter le basculement vers la multiplication des régressions nationalistes, il va bien falloir en tirer les conséquences économiques, mais aussi les conséquences politiques. Cette dernière observation me conduit à la question européenne. Compte tenu de l'importance des forces centrifuges, l'objectif d'une puissance politique européenne apparaît totalement hors de portée. Ne soyons pas naïfs. L'Europe, comme le reste du monde, est d'abord régie par des intérêts nationaux et des rapports de force, et non plus par un idéal de coopération. Or, notre vieille Europe est de plus en plus écartelée entre une Europe du Nord industrielle et excédentaire, une Europe du Sud minée par les déséquilibres, un Royaume-Uni, comme toujours, orienté vers le grand large, une Europe de l'Est qui a renoué son destin avec celui de l'Allemagne. On sait bien aujourd'hui que les excédents commerciaux du Nord de l'Europe, ce sont eux qui font les déficits du Sud, ou le contraire. On comprend bien que l'Allemagne a retrouvé avec la chute du mur son inclination historique vers l'Est. Une Allemagne qui s'est tournée vers les ex-pays communistes pour produire à coût plus bas, vers les matières premières et les sources d'énergie de la Russie, et encore plus vers l'Orient, jusqu'à la Chine, pour ses débouchés.
Une convergence de signaux confirme également que nos voisins d'outre-Rhin se projettent davantage comme une grande Suisse, mercantiliste, pacifique et vieillissante, davantage que comme l'un des piliers d'une puissance européenne unifiée. On voit bien que Londres aura toujours l'œil davantage tourné vers ses réseaux traditionnels, New York bien sûr, mais aussi les marchés financiers de ses anciens comptoirs et colonies d'Extrême-Orient et du Pacifique, Shanghai, Hong Kong, Singapour, Bombay, Sydney. Au sud et à l'ouest de l'Europe, plusieurs pays sont au bord du désastre. L'Europe du Sud ne pourra accepter bien longtemps de subir la division du travail qui la relègue aux services à bas salaire et à la sous-traitance à faible valeur ajoutée, sans parler, bien entendu, de la dette. Alors que la mise en place d'un fédéralisme est aujourd'hui économiquement indispensable dans la zone euro, ce saut coopératif européen est plus que jamais improbable. En conséquence, la remise en cause du dogme de l'euro, on le sent bien, n'est plus du tout un sujet tabou. On sent bien qu'une étincelle peut faire imploser la monnaie unique à tout moment. Et la France? Si un pouvoir politique se montre capable de choix décisifs, il lui reste sans doute une fenêtre d'une dizaine d'années pour défendre ses intérêts nationaux, retrouver la croissance et sa part de prospérité. Il lui faut impérativement sauvegarder son industrie pour retrouver ses équilibres fondamentaux. Certes, à l'échelle des forces démographiques et économiques gigantesques qui se sont réveillées ces 30 dernières années, la France ne doit plus se rêver en puissance de premier rang. Mais la France conserve la force de son message historique, la force de sa culture, de sa vitalité démographique, de son patrimoine, de son poids économique et encore d'une industrie. Elle a donc largement les moyens de contribuer à l'écriture de l'avenir du monde et par cela d'influer sur son propre destin. Puissance intermédiaire. Nous sommes une puissance intermédiaire. La France doit déterminer comment faire entendre sa voix face au duopole sino-américain, mais aussi parler plus fermement à son ami, mais concurrent allemand. Le monde ne se limite pas aux berges de la Seine, ni aux rives du Rhin. D'autres alliances sont possibles. Si nous voulons redevenir acteurs plutôt que spectateurs, il faut élargir notre horizon, être déterminés et cohérents dans nos choix. Il y a des décisions économiques, financières, sociales et fiscales urgentes à prendre. S'agissant de ces choix cruciaux, je voudrais conclure à l'aide d'une citation de Pierre Mendès France, qui, le 3 juin 1953, déclarait à l'Assemblée « Gouverner, c'est choisir, si difficile que soient les choix. » Merci.